à la paix juste dans un monde commun et multipolaire. Chers amis, je vous salue en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et dans les îles. L'Afrique des libertés appelle l'Occident à la paix juste dans un monde commun et dans un monde multipolaire, un monde partagé. Telle est la conversation à laquelle je vous invite en ce mercredi 26 janvier 2022. Partagez et protégez votre émission. Amis africains, africaines, amis américains, américaines, amis européens, européennes, amis asiatiques, amis de toutes les îles du monde. Nettoyons les cœurs de la méchanceté. Brazzaville est chanté par Bingi Djadjami. Savonion de Brazza, Brandy est illégal. Il abuse, Wamakoko il a opposé. Depuis lors, la dictature coloniale encourage la dictature militaire. La dictature coloniale soutient les divisions tribales. Si tu veux te libérer, nettoyons les cœurs de la méchanceté, Brazzaville, si tu veux te libérer, nettoyons les cœurs de la méchanceté. Partagez, protégez, partagez, protégez, partagez, protégez, partagez, protégez. Le peuple suit attentif les messages diffusés. Le peuple suit attentif, Hollande. Le peuple suit attentif les messages diffusés. Affamé, le peuple fait semblant d'être content. Affamé, le peuple fait semblant d'être content. Brazzaville, si tu veux te libérer, Affamé, le peuple fait semblant d'applaudir. Faites tomber les barrières. Les barrières. Partagez, protégez. Faites tomber les barrières. Les barrières, la dictature, les barrières. Faites tomber le tribalisme. Les barrières, la guerre civile, les barrières. Brazzaville, si tu veux te libérer, Occident, de la méchanceté, Occident, si tu veux te libérer. Nettoyons les cœurs de la méchanceté. Afrique des libertés, je vous salue. Europe, Amérique, Asie, îles du monde entier, bienvenue au service des paix spirituelles de la liberté. Africaines, Africains, je vous salue. Diasporas africaines du monde entier, je vous salue. Amis européens, amis américains, amis asiatiques, amis des îles du monde entier, de l'Afrique des libertés, je vous salue. En ce mercredi 26 janvier 2022, j'ai choisi, pour ainsi dire, de mettre les pieds dans le plat d'une nouvelle guerre mondiale que l'Occident s'apprête à imposer au monde. Les nouvelles que nous recevons du duel entre les grandes puissances occidentales d'un côté, rassemblées dans le bloc de l'OTAN, et de l'autre, l'alliance russo-chinoise, l'alliance, on va dire, eurasiatique, russo-chinoise, les nouvelles qui nous parviennent ces derniers jours ne sont pas bonnes. Oui, ces nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Elles ne sont bonnes ni pour les Occidentaux, ni pour les Asiatiques. Mais en fait, elles ne sont bonnes pour aucun être humain habitant cette planète. Je vais vous expliquer pourquoi.
Cette conférence est intitulée « L'Afrique des libertés appelle l'Occident à la paix juste dans un monde commun et dans un monde partagé, c'est-à-dire multipolaire ». Dans l'exposé que je m'en vais vous donner, je vais commencer par expliquer le titre de cette conférence pour que vous compreniez de quoi on parle. Car quand on aborde un sujet, c'est toujours important de préciser l'objet, le topos, le lieu à partir duquel on parle. Dans ma langue africaine, on dit pour que nous nous entendions, il est important que nous soyons sur le même lieu de parole. C'est-à-dire que nous nous posions ensemble dans l'objet dont nous voulons parler. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'Afrique des libertés? C'est un concept que nous avons élaboré pour désigner l'opinion publique citoyenne, continentale et diasporique africaine, déterminée à œuvrer pour une Afrique libre, indépendante, prospère, et à œuvrer pour la respectabilité de tous les êtres humains, en général sur la planète, et en particulier la pleine respectabilité de tous les êtres humains descendants ou issus de l'Afrique. Et comme toute l'humanité est d'origine africaine, l'Afrique des libertés a une responsabilité mondiale, universelle. C'est de promouvoir une nouvelle éthique de la civilisation humaine. Voilà ce que j'entends par l'Afrique des libertés. Il s'agit d'une conscience collective immense, enracinée dans le continent natal de l'homme, le berceau de l'humanité, l'Afrique, notre mère. En vue d'affirmer sur tous les autres continents du monde la dignité totale, absolue, de l'Africaine et de l'Africain en particulier, et de tout être humain en général. Ce qui veut dire que la notion d'Afrique des libertés est en réalité un concept au service de la révolution de la civilisation planétaire à partir des grands enseignements de la tradition spirituelle africaine. Cette tradition spirituelle africaine est basée sur deux notions fondamentales qui, contractées, s'appellent par le mot africain Maat. Maat est, dans la tradition africaine, la vérité-justice. La vérité, parce que toute civilisation humaine a besoin de la parfaite connaissance de la nature, de la parfaite connaissance de l'âme humaine, de l'intériorité humaine, pour pouvoir affronter cette nature, satisfaire les besoins, satisfaire les désirs, satisfaire les aspirations de tous les vivants, depuis les végétaux jusqu'aux animaux et finalement jusqu'à ce suprême vivant de la terre qu'est l'homme. La vérité est nécessaire car sans la connaissance, aucune société humaine ne peut prospérer, aucune société humaine ne peut durer, aucune société humaine ne peut perdurer. La vérité, la connaissance du réel, que ce soit le réel naturel, physique qui est autour de nous, le réel social qui est autour de nous, le réel mental qui est en nous, le réel spirituel qui est en toute chose. Cette connaissance-là est l'objet de la vérité mahatique. Les anciens Africains, les grands Africains qui pendant 4000 ans et plus ont inspiré et fondé toutes les grandes civilisations du monde, connaissaient l'importance de la connaissance dans la civilisation humaine. Ils privilégiaient l'enseignement de la connaissance de la nature physique, le minéral, la nature physique et vivante, le végétal, la nature physique et vivante, l'animal, la nature cosmique, les astres, les planètes et leurs mouvements. Tout cela était enseigné il y a plus de 4000 ans, dès la tendre enfance, aux enfants,
de la terre de Kémit en Afrique. Vous devez savoir, mes chers amis, que toutes les grandes théories scientifiques de l'Antiquité, gréco-romaines, sont des théories qui furent enseignées aux maîtres de la Grèce par les maîtres de l'Afrique. Les grands prêtres philosophes des temples de la haute connaissance de Kémit. Ce sont eux qui ont formé les fondateurs de la civilisation gréco-romaine. Ce sont les élèves des grands Africains. Toute Africaine et tout Africain qui est sur cette planète en 2022 et qui ne sait pas que le continent d'où viennent nos ancêtres est le continent qui a bâti la plus grande et la plus durable civilisation de l'histoire humaine. Je dis bien plus de 4000 ans. Pendant plus de 4000 ans, le centre de la Terre, au sens géopolitique du terme, était en Afrique. Toute l'élite de la Terre venait apprendre chez les Africains et reproduire chez elle. Un peu comme aujourd'hui, on voit une bonne partie de l'élite africaine venir apprendre en Europe avant de retourner agir en Afrique ces derniers siècles. L'Afrique était le centre de la haute connaissance, du monde physique. Les maîtres de l'astronomie, les maîtres de la médecine, les maîtres de la biologie, des végétaux, de la biologie des animaux, les maîtres même de la biologie du corps humain, de l'anatomie et de la physiologie du corps humain. Les maîtres des grands rituels de momification conservant des corps humains pratiquement intacts sur plus de 4 millénaires. Ce sont nos ancêtres africains. Il faut que le travail qui a été abattu par un savant monumental comme Cheikh Anta Diop devienne une évidence quotidienne de la culture de nos enfants et de la culture de tous les enfants de toutes les civilisations. Car cette vérité sur la grande civilisation africaine est aussi vraie pour toutes les autres civilisations qui en ont hérité. Et notamment, la civilisation occidentale est fille de la civilisation africaine. Je recommence, écrivez ça. La civilisation occidentale, là, que vous voyez là, d'origine gréco-romaine, elle est fille de la civilisation négro-africaine. Car les maîtres fondateurs de la civilisation occidentale furent les disciples, je dis bien tous, sans exclusive, tous furent les disciples des grands maîtres de l'Afrique. Pour tout ce qui concerne les disciplines de la science matérielle, c'est-à-dire la science qui porte sur les corps physiques, la science qui porte sur la biologie végétale, la science qui porte sur la biologie animale, la science qui porte sur la connaissance du système astronomique. Elle est enseignée à tous les grands maîtres de l'Occident, d'abord par les grands maîtres de l'Afrique. Allez lire Thalès, allez lire Pythagore, allez lire Platon, allez lire Socrate. Je viens de vous citer là quelques-uns des... En fait, les plus grands maîtres de l'Occident, les maîtres fondateurs de la civilisation intellectuelle, scientifique de l'Occident, sont, et ils le disent eux-mêmes dans leurs ouvrages, les disciples des prêtres philosophes de l'Égypte noire antique. Même celui qui est considéré en Occident comme le fondateur de l'histoire, l'histoire comme science, Hérodote, il témoigne de ces maîtres noirs égyptiens. Les Égyptiens ont les cheveux crépus, comme les traces. Écrit-il, Hérodote. Donc quand nous disons l'Afrique des libertés, entendez toujours une haute civilisation de la connaissance. Et vous entendez par là la notion de vérité. Dans la notion d'Afrique des libertés, il y a le deuxième pilier de la civilisation négro-africaine. C'est la justice. C'est la justice. La justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est le fait de veiller à pratiquer entre les hommes au quotidien le principe de l'égalité
traiter également les hommes. Traiter tous les hommes, tous les êtres humains, comme des créatures du même principe. Quand vous appeliez ce principe la nature ou que vous l'appelez Dieu, tous les êtres humains sont des créatures. Et à ce titre, doivent être traités conformément à la balance de Mahat, la justice. La pratique de l'égalité, l'égalité que vous voyez là, veillez à ce que personne ne soit spolié, veillez à ce que personne ne soit piétiné, que personne ne soit chosifié. Dans l'antique civilisation négro-africaine, c'est une des conditions pour qu'une âme humaine soit admise après sa mort dans les sociétés spirituelles. La religion de nos ancêtres, angélisée, enseigne que la pratique de la justice ici-bas est la condition non seulement de la stabilité de la société humaine ici-bas, mais elle est même la condition d'une progression de l'âme humaine, du monde animal d'où elle vient, vers le monde divin, vers lequel elle est appelée, c'est-à-dire vers des sociétés douées de corps spirituel. Voilà pourquoi il y a le rituel de la pesée des âmes, qui est un moment fondamental de la religion négro-égyptienne. Lorsqu'on vérifie après la mort d'un être humain, symboliquement, s'il a été juste. S'il a recherché ici-bas la connaissance, et si, en toutes circonstances, il s'est efforcé d'être juste, un être humain qui meurt est admis à entrer dans des sociétés vivantes spirituelles pour continuer à accomplir les missions que lui assigne le Créateur, bien-aimant, tout-puissant, omniscient, le clairvoyant absolu, l'omnipotent, le maître de vie. L'être dont l'éternité n'est qu'un pâle nom. Donc quand vous entendrez à chaque fois Afrique des libertés, dites-vous, il s'agit du réveil, de l'éveil d'une civilisation et d'une tradition puissante pour relever les Africaines et les Africains, quel que soit le continent sur lequel ils vivent, et ainsi, à travers les Africaines et les Africains, verticaliser, redresser toute l'humanité. Qui appartient en esprit, par la lutte politique, par la lutte sociale, par la lutte économique à l'Afrique des libertés, ne peut dès lors vouloir que ceci, que le monde soit le domaine de la paix juste. Quand nous nous adressons à l'Occident, qu'est-ce que nous entendons par l'Afrique des libertés appelle l'Occident? C'est qui l'Occident? Qu'est-ce que c'est que l'Occident? D'abord, vous voyez bien que c'est un mot qui est construit à partir de la notion du couchant, l'Occident, le lieu où le soleil se couche. C'est cette partie du monde caractérisée par la direction de l'Ouest. C'est le couchant. C'est le monde où, pour ainsi dire, règne le phénomène naturel de la disparition de la lumière. Le monde où de temps en temps, la lumière va disparaître. Le couchant, l'Occident. Alors que l'Est est bien souvent illustré par le levant, le lieu où le soleil se lève. Ça, c'est la métaphore, on va dire, astronomique de l'Occident. Le lieu où la lumière se couche. Donc un lieu où on a tendance à oublier la lumière. Précisément parce que c'est là que la lumière disparaît. Mais ce n'est pas parce que la lumière disparaît qu'elle n'existe plus. La lumière est toujours là. L'Occident, c'est donc une civilisation qui s'est bâtie sur les décombres de la civilisation négro-africaine. Elle a retenu de la civilisation négro-africaine l'importance de la connaissance. Je recommence. Qu'est-ce que l'Occident a retenu de la civilisation négro-africaine? Une seule chose, l'importance de la connaissance. Et l'Occident, en retenant de la civilisation négro-africaine qui l'a inspiré, qui a formé ses maîtres, la connaissance, progressivement, l'Occident a privilégié dans la connaissance un département particulier. C'est la connaissance matérielle, la connaissance des choses du monde extérieur, la connaissance physique, la connaissance expérimentale, ce qu'on appelle aujourd'hui la science, connaissance rationnelle et expérimentale du réel.
L'Occident a progressivement perdu la signification de la deuxième forme de la connaissance de l'âme, la connaissance intérieure, la connaissance spirituelle. La civilisation occidentale s'est bâtie sur la domination de la connaissance physique et matérielle sur la connaissance intérieure et spirituelle. Voilà pourquoi on peut dire que la forme de connaissance qui domine la civilisation occidentale, c'est la connaissance matérielle. L'Occident est dominé par le matérialisme. Le matérialisme, c'est la conviction qu'il n'existe que la matière, qu'il n'y a que le monde physique qui existe. Par conséquent, ce qui est important pour quelqu'un qui aurait une philosophie matérialiste de la vie, c'est le contrôle des matières premières de la Terre. Et c'est le contrôle même des êtres humains comme étant eux-mêmes des matières premières. Vous comprenez pourquoi? Seule une civilisation matérialiste peut bâtir sa fortune, peut bâtir son capitalisme sur la traite des êtres humains. Seule une civilisation matérialiste peut construire sa fortune sur le commerce des êtres humains. Car c'est une civilisation qui a oublié que l'homme est le temple de l'esprit, en tant qu'il est doué d'une âme consciente. Les végétaux sont doués d'une âme inconsciente. La plupart des animaux sont doués d'une âme inconsciente. Quelques-uns sont doués d'une âme consciente, comme l'homme, l'éléphant, le dauphin et pas mal de primates. Les chimpanzés, les singes, les bonobos et consorts, en général, quand ils deviennent adultes, accèdent à la conscience. Mais l'homme est l'animal qui est doué de la super conscience. Or, l'Occident, c'est cette civilisation qui, inspirée pourtant par les grands maîtres de l'Égypte noire, n'a retenu d'eux que la science de la matière. A surdéveloppé la science de la matière et considère que toute puissance, toute politique, toute économie ne doit être que la maîtrise et le règne de la quantité. La quantité. C'est une civilisation de la quantité. On doit travailler plus pour gagner plus. On doit contrôler toutes les matières premières de la terre. On doit contrôler tous les peuples de la terre. Bientôt même, on va faire ce qu'on appelle le puçage des êtres humains. On va mettre une puce électronique dans chaque être humain pour surveiller tous ses mouvements. On doit courir sur la Lune pour voir s'il n'y a pas là-bas des matières premières qu'on peut exploiter. On doit chercher à tout vendre, à tout rendre vendable. Le pouvoir de la quantité, le règne de la matière. Voilà la civilisation occidentale. Au cœur de cette civilisation occidentale, la spiritualité a survécu sous la forme du christianisme et sous la forme d'un certain nombre de sociétés initiatiques. Mais c'est une spiritualité dominée et pervertie par le matérialisme. Un grand chercheur occidental que je voudrais citer ici a parfaitement rendu compte de ce phénomène. Il s'appelle René Guénon. Il a écrit un livre intitulé « Le règne de la quantité ». Dans ce livre-là, il décrit l'appauvrissement spirituel qui a paradoxalement fait la puissance de l'Occident. En s'appauvrissant spirituellement, l'Occident a surdéveloppé, bien sûr, les applications technoscientifiques issues de la connaissance de la matière physique, et il a privilégié la puissance contre la justice. L'usage de la vérité matérielle et technique contre la prise en compte de la vérité morale, de la vérité spirituelle, la prise en compte de l'exigence de justice et de paix. Par conséquent, il n'est pas étonnant que l'Occident soit de toutes les civilisations celle qui a provoqué les plus importantes guerres mondiales de l'histoire. Car en fait, ce qu'on appelle les guerres mondiales, ce sont systématiquement d'abord des guerres occidentales. Ce sont des guerres, celles de 14-18, 1914-1918, comme celles de 39-45, sont des guerres où des puissances qui sont mues par la même conception matérialiste de la vie s'affrontent pour contrôler les richesses de la terre. S'affrontent pour contrôler tous les autres continents. D'ailleurs,
En 1884-1885, ces puissances étaient réunies à Berlin pour se partager le monde. Parce que pour eux, le monde n'est que quantité. Les jaunes, les rouges, les jaunes qui peuplent l'Asie, les rouges qui peuplent l'Amérique, les noirs qui peuplent l'Afrique, les populations métissées des zones intermédiaires ont été partagées comme étant des choses. La Belgique s'est levée et a dit le Congo est belge. Tout ce qui est congolais est belge. Incongruité. Sur le simple plan lexical, une incongruité. L'expression Congo-belge. L'Allemagne s'est levée et elle a parlé d'une Afrique germanique. Santa Maria. Le Portugal s'est levé et il a parlé d'une Afrique portugaise. Des énoncés contradictoires dans les termes. Qu'est-ce que ça veut dire Afrique portugaise? Afrique lusophone. La France s'est levée et elle a osé parler d'une Afrique francophone. Afrique francophone. Qu'est-ce que ça veut dire une Afrique francophone? C'est une contradiction dans les termes. Il n'y a pas d'Afrique francophone. Ou alors ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique est africanophone. Ou elle n'est pas. Ou elle n'est pas. L'Espagne aussi s'est levée. Elle a parlé d'une Afrique hispanophone. L'Afrique espagnole. Guinée équatoriale. Ils ont osé parler de ça. Ils se sont partagés l'Afrique. Ils se sont partagés l'Asie. Ils se sont partagés l'Amérique sur la base du principe selon lequel ce qui compte essentiellement, c'est la domination matérielle de la nature et la domination de l'homme comme étant une chose matérielle dans la nature. L'Occident a conservé dans des cercles restreints et dominés les cercles du christianisme, les cercles de l'ésotérisme rosicrucien, les cercles de l'ésotérisme maçonnique, les cercles de l'ésotérisme templier. L'Occident a conservé quelques poches de résistance à cette domination du principe matérialiste. Et pour tout le reste, et y compris même à l'intérieur de ces cercles, la corruption du matérialisme a fait de l'Occident une civilisation qui, incontestablement, est la plus criminelle de l'histoire de l'homme. Les avantages que l'Occident a apportés dans cette dérive sont bien sûr un progrès scientifique et technique fulgurant. Mais l'inconvénient de cette dérive matérialiste, au fondement et dominant la civilisation occidentale, c'est que l'Occident a conduit toute l'humanité aux portes de l'autodestruction absolue. En conquérant l'usage de l'arme atomique, l'usage de l'arme nucléaire, l'Occident a conduit toute l'espèce humaine au bord de son propre précipice. Ce surdéveloppement de la civilisation matérialiste en Occident a conduit toute l'humanité à une situation nouvelle, inédite, jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Désormais, l'humanité détient des armes qui seraient capables de détruire pratiquement plus d'une vingtaine de fois toute vie sur la Terre. Grâce au prodigieux développement de la civilisation techno-scientifique et au prodigieux retard, à la prodigieuse régression de la civilisation morale et spirituelle, l'Occident détient aujourd'hui les moyens de nous emporter tous avec lui dans le néant. Il a accumulé des armes atomiques, accumulé des armes nucléaires. Aujourd'hui, il a surdéveloppé l'usage des missiles supersoniques, provoqué une course mondiale aux armements qui est telle que si une guerre eurasiatique éclate, nous sommes tous morts sur tous les continents. Aujourd'hui, si une guerre eurasiatique venait à éclater, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique disparaîtrait avec l'Eurasie. Si les moyens nucléaires, les moyens atomiques, si les moyens militaires accumulés du fait de la course aux armements, induite par la volonté hégémonique de l'Occident,
venaient à être employés, nous sommes tous morts. Mais attention, nous ne sommes pas seulement morts. La vie est morte sur la terre. Je suis là toujours dans la première partie de cette conférence. Je voulais vous faire comprendre la gravité du problème. Quand je dis l'Afrique des libertés appelle l'Occident à la paix juste, ce n'est pas une manière de me mêler, moi pauvre, descendant d'Africains autrefois dominés. Certains pourraient dire, qui es-tu pour te mêler de cette affaire? Mes chers amis, vous êtes 900 personnes ici sur YouTube. Vous êtes un peu plus de 700 personnes là sur Facebook. 1500, plus de 1500 personnes en direct. 1600. Vous êtes tous concernés. Toi qui me regardes, toi qui me regardes, tu es concerné par ce qui risque de se passer entre l'OTAN, dirigée par les États-Unis, et le bloc russo-chinois. Ce qui est en train de se passer actuellement à la frontière ukrainienne, entre ces deux blocs te concerne. Tu es assis actuellement chez moi à Douala au Cameroun, chez moi à Bamako au Mali, chez moi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Tu es assis actuellement à Kinshasa, chez moi, à Brazza. Tu es assis à N'Djamena, tu es assis à Niamey, tu es assis à Dakar. Tu es assis à Lomé, tu es assis à Cotonou, tu es assis à Bangui. Et tu crois que ce qui se passe entre l'Occident, dirigé par les États-Unis, et le bloc dit de l'Est, dirigé par l'alliance russo-chinoise, ne te concerne pas. Pourtant, à tout moment, tu peux exploser. Même le cimetière où sont enterrés tes parents peut exploser. À tout moment, notre espèce, l'espèce humaine, peut disparaître du fait de la confrontation entre ces grandes puissances. Il faut que tu intègres ça dans ta conscience africaine, africain, du monde entier. Et que tu comprennes donc pourquoi on va passer à la deuxième partie. Je les appelle à la paix juste. Pourquoi? Parce que seule la paix juste permet de pratiquer les valeurs mahatiques qui évitent que les êtres humains s'entretuent et qui les amènent à trouver un consensus, à s'entendre sur le minimum nécessaire pour un vivre ensemble harmonieux. Il y a trois sortes de paix. Il y a la paix des cimetières, celle qui pourrait avoir lieu sur la terre si une troisième guerre mondiale éclate. Et avec l'usage des armes nucléaires, l'implosion des stocks nucléaires, eh bien, on pourrait avoir sur la terre la paix. Mais ce sera la paix des cimetières. C'est la paix qui règne là où tout le monde est mort. Vous voyez bien que la paix des cimetières correspond à la mort. C'est une paix qui ne profite à personne. Puisque les morts étant morts et n'appartenant plus en tout cas au plan matériel, cette paix-là engendrerait la dévastation de la planète. La planète Terre deviendrait une planète sans vie. Bon, donc nous ne voulons pas de cette paix. Nous voulons d'une planète sur laquelle nous pourrons continuer à transmettre la vie sous la forme humaine à nos enfants, afin que ceux-ci à leur tour la transmettent. Parce que la Terre est un atelier de préparation à l'admission dans les hautes sociétés du monde spirituel. Nous ne voulons pas détruire cet atelier qu'est la Terre. Ce lieu de location que Dieu nous accorde pour nous préparer à passer de la vie animale, celle de notre corps physique, à la vie spirituelle, celle à laquelle nous nous préparons par la pratique de la vérité-justice. Nous ne voulons pas détruire le lieu de préparation des âmes vers le monde spirituel qu'est la Terre. Donc nous ne voulons pas de la paix des cimetières. Il y a une deuxième forme de paix. Elle n'est pas bien meilleure. Mais, je veux dire, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà un premier pas. On l'appelle la paix des braves. C'est quoi la paix des braves? C'est une paix qui naît d'un rapport de force équilibré, qui naît du fait que chacun contrôle chacun par des mécanismes de contre-pouvoir, d'équilibre, de séparation des pouvoirs, ce qui évite à qui que ce soit en quelque sorte d'imposer ses quatre volontés aux autres. Mais c'est une paix qui a ceci de particulier, qu'elle est une paix accompagnée d'une menace. À tout moment, le conflit peut reprendre. À tout moment, le suicide collectif peut reprendre. Lorsqu'on se regarde en chien de faïence, la paix des braves.
Une paix dans laquelle chacun garde sa force et continue à regarder l'autre d'un regard menaçant. À lui dire, je suis prêt. Quand tu veux, on commence. Nous sommes dans cette paix-là. Nous sommes actuellement dans la paix des braves. Les grandes puissances se menacent. Les grandes puissances nous menacent. Nous, peuples africains de ce temps, nous sommes menacés. Nous sommes braqués. Nous sommes encerclés de camps militaires, par exemple de la puissance française. Djibouti, Dakar, Libreville, Abidjan. 12 000 militaires français, les armes au poing, braquent l'Afrique. L'Afrique est dans la paix des braves et elle est menacée de la paix des cimetières. Cette seconde paix n'est pas valable, elle ne tient pas. C'est celle-là qui règne maintenant à la frontière entre le monde russo-chinois et le monde occidental. Les deux armées des deux camps sont en train de se masser, l'une face à l'autre. Chacune est en train d'affûter ses missiles intercontinentaux, ses missiles supersoniques. Chacune est en train d'alerter son aviation de guerre. Chacune est en train d'alerter ses sous-marins de guerre. Chacune est en train d'alerter ses bataillons de chars. La paix des braves est en train de s'installer encore plus violemment sur la terre que ce n'était le cas lorsqu'il y avait le fameux rideau de fer. Voulons-nous de cette paix? Non. Nous ne voulons pas non plus de la paix des braves parce que c'est une paix qui ressemble à une bûchette d'allumettes prête de la boîte dans un hangar rempli d'essence. À tout moment, cette paix des braves peut, telle la bûchette d'allumettes, prendre feu et nous ramener à la paix des cimetières, c'est-à-dire au néant que nous ne voulons pas, puisque nous voulons que la terre continue à être un lieu de passage des locataires choisis par le divin pour habiter la forme humaine et se préparer, à la manière de la chrysalide et du papillon, à renaître dans les sociétés du monde spirituel où d'autres œuvres nous appellent, dans l'amour du divin. Nous ne voulons pas non plus de la paix des braves. Nous voulons de la paix juste. Qu'est-ce que c'est que la paix juste? C'est la paix qui naît de la pratique quotidienne de la vérité et de la justice. À l'intérieur de nos pays respectifs et entre nos pays respectifs. C'est une paix qui suppose donc le respect d'un certain nombre de principes qui ont été pensés et conçus avec raison. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des personnes à la dignité. Le droit des personnes à des conditions de vie matérielle décentes. Afin que le droit ne soit pas seulement abstrait et qu'il soit accompagné du soin pris à l'être souffrant qu'est l'homme. À l'être d'affectivité et d'émotion qu'est l'homme. L'homme ne peut pas avoir des droits si on l'abandonne à la faim, à la misère, à la soif, à la violence. Proclamer des droits de l'homme sans s'être assuré que tous les hommes sont mis dans des conditions suffisantes pour échapper à la faim, à la soif, à la pauvreté, à l'ignorance, à la misère et à la violence, c'est parler en vain. Il n'y a pas de droit de l'homme sans le redressement social, économique, culturel, concret de la vie humaine. Car un ventre affamé n'a point d'oreille. Et les droits d'un homme qui ne peut pas se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, qui ne peut pas être protégé des hommes violents, ces droits-là sont des fictions et même des moqueries, proclamées dans des déclarations abstraites, décalées, déconnectées de la dure réalité. Ce qui fait qu'on doit donc comprendre maintenant l'objet de la deuxième partie de notre intervention. Nous avons précisé ce que c'est que l'Afrique des libertés. Nous avons défini la civilisation occidentale avec sa dominante matérialiste et sa dominée spiritualiste. Nous avons défini ce que c'est que la paix juste. Et vous comprenez
que nous la proposions à l'Occident. Car maintenant, dans la deuxième partie de cet énoncé, de cette conversation, je voudrais vous parler de la conception que l'Occident a des relations internationales. La crise qui risque d'entraîner la troisième guerre mondiale actuelle, c'est une crise qui est provoquée par la conception des relations internationales de l'Occident. Et voilà pourquoi nous devons critiquer cette conception et leur apprendre qu'il y a une autre façon de vivre avec les autres. Quels sont les grands axes de la conception des relations internationales de l'Occident? Les voici. 1. Le racisme. 2. Le colonialisme. 3. L'impérialisme. Et on peut résumer tous ces trois axes-là en un seul mot. Le suprémacisme. Je recommence. Parce que c'est de cela que je vais vous parler maintenant. 1. Le racisme. 2. Le colonialisme. 3. L'impérialisme. Et puis les trois là, les trois tendances fondamentales de la conception des relations internationales, de la conception de l'humanité que l'Occident a pratiquée ces 5 derniers siècles dans le monde, tout cela renvoie à une idée simple. C'est le suprémacisme. Commençons par le racisme. Le racisme, c'est une idée qui est venue à l'élite occidentale quand il lui a fallu trouver de la main-d'œuvre pour construire l'émergence du capitalisme. L'Occident voulait capitaliser toutes les richesses de la terre. L'Occident voulait s'emparer de toutes les richesses de la terre. Les princes de l'Occident, à la fin du XVIe siècle, se réunissaient déjà pour en discuter. Comment faire pour capitaliser? Comment faire pour que la terre entre entièrement sous notre empire? Comment faire pour posséder la terre? Pour posséder la terre, il faut avoir du personnel qui va travailler pour cela. Il faut avoir du personnel qui va travailler à aller chercher les richesses. Il faut avoir du personnel qui va travailler à aller accumuler les richesses, ce qu'on appelle l'accumulation primordiale. Il faut avoir du personnel qui va aller chercher des matières premières pour vous. Parce que pour être riche, il faut prendre des matières premières dans la nature, il faut les transformer en produits manufacturés. Ce sont ces produits manufacturés qui sont vendus, ce qui permet d'accumuler donc des moyens financiers pour recommencer ce cycle indéfiniment jusqu'à devenir immensément riche. Et commencer même à acheter carrément de l'argent et à vendre de l'argent lui-même. C'est-à-dire passer de l'enrichissement matériel à l'enrichissement spéculatif. Alors, comment on fait ça? C'est la grande question qui se pose entre les 15e et 16e siècles. Comment on fait pour accumuler? Si nous, occidentaux, blancs, chrétiens, nous décidons que les hommes blancs et chrétiens qui vivent dans les faubourgs, les hommes blancs, chrétiens, pauvres, qui vivent autour de nous, qui vivent dans nos micro-royaumes, si nous décidons de les arrêter pour les envoyer de force, travailler dans les mines, travailler de force dans les plantations de canne à sucre, travailler de force dans les plantations de coton, ces gens-ci-là, ils vont se révolter. Parce qu'ils vont dire, mais nous, on est juste pauvres, mais on vous ressemble, on est comme vous. On a le même nez aquilin, on a les mêmes cheveux lisses, on a la même peau leucoderme. Pourquoi vous voulez nous réduire à travailler tout le temps pour vous? Et comme ils habitent exactement autour de nos châteaux, de nos palais, ils vont faire des révoltes. Ça ne va pas marcher. Les princes d'Occident se réunissent donc et disent, il nous faut trouver une population qui n'a pas eu le temps de développer comme nous, ces dernières décennies ou ces derniers siècles, l'art militaire. Il nous faut repérer sur la terre toutes les populations qui ont l'art militaire le moins avancé possible. Une fois qu'on les aura repérés, nous allons organiser des expéditions de guerre pour les soumettre par la force et les utiliser à travailler pour nous. Je recommence ce point-là. L'Africaine et l'Africain doivent comprendre ce qu'ils ont fait. Comment est né le capitalisme occidental? Le capitalisme occidental est né d'une réflexion sur la bonne stratégie pour s'approprier les richesses du monde, conformément à la vision matérialiste de l'Occident que je vous ai exposé dans la première partie de cette conférence. Donc, on fait ça comment? Ils se sont réunis. Les savants, les princes, les rois se sont réunis.
Et ils ont dit, bon, écoutez, on va commencer par envoyer des explorateurs. On va envoyer des gens, pas trop armés, mais en tout cas des gens pour aller regarder. Aller voir comment ces gens-là vivent. Et les explorateurs vont nous rendre compte de ce qu'ils ont vu. Grâce à ce qu'ils ils vont nous rapporter, on va organiser des expéditions militaires. Pour certains, on va commencer par envoyer des missionnaires. S'ils sont très faibles, on va envoyer des missionnaires pour leur dire que nous voulons les convertir à notre religion, les soumettre à notre religion. S'ils acceptent, ils accepteront de se soumettre à nos rois. Parce que les missionnaires que nous allons envoyer vont leur apprendre à reconnaître que nos rois sont leurs rois. On va leur enseigner la Bible. Pendant qu'ils seront en train d'apprendre la Bible, on en profitera pour leur dire Louis XIV est votre roi. On en profitera pour leur dire ah non, le roi d'Espagne est votre roi. Parce que c'est ce que le Christ dit. Soumettez-vous aux autorités supérieures. Hein? On va leur apprendre ça. Ceux chez qui ça ne marche pas, l'assimilation directe par la culturation religieuse, on va envoyer les militaires, on va les mater. Les plus résistants, on les tue. Les moins résistants, on les capture. On va les parquer. Ensuite, on va les amener travailler dans nos propriétés, c'est-à-dire dans nos mines, c'est-à-dire dans nos plantations, c'est-à-dire travailler à nos stratégies d'élevage des animaux, travailler comme domestiques. Est-ce que vous avez compris? Le racisme n'est pas né de la haine gratuite de l'occidental envers le noir, non. Ça l'est devenu ensuite. Le racisme est né... Le racisme, pardon, je parle plutôt de la traite des Noirs. La traite des Noirs n'est pas née de la haine délibérée de l'homme blanc envers le noir. Non, elle est née d'un plan savamment élaboré par l'élite politique, l'élite religieuse, l'élite économique occidentale pour accumuler les richesses de la terre. Ils ont donc dit, on va repérer des peuples qui ne sont pas militairement bien protégés et on va décréter que tous les individus qui se ressemblent biologiquement et qui appartiennent à ces peuples sont a priori des subalternes et des esclaves. Autrement dit, les blancs pauvres de nos faubourgs, ici en Europe, nous allons les mobiliser comme contre-maîtres pour nous accompagner, pour soumettre ces populations moins bien organisées que nous sur le plan militaire. Il y aura une solidarité entre le blanc riche, entre le noble blanc, entre les rois blancs et les blancs pauvres. Pourquoi? Parce que nous allons protéger nos pauvres à nous de l'esclavage. Ils seront les contre-maîtres. Ils seront chargés, ils seront les intermédiaires qui seront chargés d'exécuter le sale boulot de soumission des noirs, de soumission des jaunes, de soumission des rouges. Vous voyez? Une fois que tout ce monde-là aura été soumis, ce monde-là va travailler pour nous et toutes les richesses du reste du monde vont affluer vers l'Occident. En France, il y a un texte qu'il faut lire. C'est le Code noir de M. Colbert, qui a une place ici à côté, qui continue d'être célébré par la France. Le ministre Colbert, ministre des Finances du roi Louis XIV, il a écrit le Code noir. Ce que je vous dis là est écrit textuellement là-dedans. Nous devons transformer ces populations en... Ce sont des marchandises. Nous décrétons que ces populations ne sont pas des personnes. Ce sont des biens meubles et des biens immeubles. Nous pouvons les exploiter comme des marchandises. Ça a été pensé. Et ce plan-là, qui a permis à l'Occident de procéder à sa première accumulation, c'est-à-dire de réunir les bases du lancement de son capitalisme, ce plan-là a laissé des traces psychologiques dans les Occidentaux jusqu'à aujourd'hui. Tout enfant qui grandit en Occident reçoit d'une manière ou d'une autre des réflexes physiques, des réflexes psychologiques, même des réflexes spirituels de négrier. Oui, il reçoit implicitement avec l'éducation qu'on lui donne, avec ce qu'il voit à la télévision, ce qu'il voit dans le supermarché, ce qu'il entend à l'église. Il grandit avec l'illusion de la supériorité naturelle d'un homme de couleur blanche sur un homme d'autre couleur. Voilà le fondement du racisme. Et il va se mettre à détester tout homme d'une autre couleur qui revendique l'égalité, la dignité et l'équité. Il va trouver que cet homme-là usurpe la hiérarchie naturelle des choses. Il va donc se mettre à détester le noir, à détester l'arabe, à détester le jaune,
à détester le métis dès lors qu'ils revendiquent. Ce qui les choque dans la revendication du noir, de l'arabe, du métis, dans la revendication du jaune ou du rouge, c'est la contestation de l'ordre qui a été mis en place lors de l'accumulation fondamentale qui a créé le capitalisme occidental. Écrivez ça. Ils sont racistes parce qu'ils ont peur de perdre les avantages qui ont été mis en place pour fonder la puissance de l'Occident, par l'accumulation des matières premières du monde et par la réduction des populations non leucodermes au statut de matière première du monde. Et c'est ça, le racisme. Le colonialisme, c'est la continuation du racisme. C'est la continuation de la traite des Noirs, mais cette fois-ci sur les terres des Noirs. C'est la continuation de la traite des jaunes, mais cette fois-ci sur les terres des jaunes eux-mêmes. Ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas laisser tout ce monde-là venir à la métropole. Il fallait le dominer sur place. On a exporté le système de domination sur le territoire même du dominé. Le colonialisme, c'est la traite des Noirs, la traite des jaunes, la traite des rouges, c'est la traite des métis, c'est la traite des arabes poursuivis sur leur propre sol. C'est tout. C'est le même système. Au lieu que le système fonctionne dans les plantations américaines ou dans les plantations européennes, on a décidé d'organiser le système sur place. En Afrique. Sur place en Amérique. Sur place en Amérique latine. Sur place en Asie. C'est ça le colonialisme. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? L'impérialisme, c'est la réorganisation du droit international pour garantir les privilèges des grandes puissances. Anciennement puissance coloniale. Ils vont veiller à ce que la Société des Nations, ils vont veiller à ce que l'Organisation des Nations Unies leur réserve des droits exceptionnels à eux, qui ne sont pas reconnus aux autres peuples. L'incongruité suprême, vous la voyez très bien, elle est de trois formes. La suprématie du dollar, pendant très longtemps dans l'économie du monde, avant c'était la livre sterling, tu étais obligé d'une manière ou d'une autre de passer par leur monnaie pour faire des affaires. Quand c'est les Anglais qui étaient à la tête de la grande coalition occidentale, la livre sterling était l'unité de valeur de toutes les affaires du monde. Tout le XXe siècle a été pratiquement le siècle du dollar. Presque jusqu'à l'entrée du XXIe siècle. Tu es obligé de passer par leur monnaie pour faire des affaires. Donc, ils prélèvent des taxes sur la terre entière. La terre entière est transformée en poste de péage pour leur monnaie. Comme l'a dit un économiste, le monde entier travaille et l'Amérique, quant à elle, justement, se paye. Oui. Ils modifient les taux de change du dollar comme ils veulent. Parce que de toutes les façons, le monde entier travaille d'une manière telle que ça vient légitimer leur planche à billets. Ils utilisent la planche à billets comme ils veulent. Parce que de toutes les façons, ils s'organisent toujours pour que la production du monde entier s'achemine dans leur caisse. Pour venir créditer leur crédit à l'économie. L'Occident a inventé une chose extraordinaire. Des systèmes économiques là où la masse monétaire est parfois supérieure de 100 à 200% à la production réelle. Ils font tourner la planche à billets chez eux. L'endettement de la quasi-totalité des grandes puissances occidentales est supérieur à leur PIB. Ils injectent du crédit dans leur économie. Parfois, ils dépassent de 200% leur production réelle en crédit injecté. Et ils empêchent les peuples dominés d'avoir des crédits à leur économie. Par exemple, toute l'Afrique est contrôlée par le critère de il ne faut pas que votre endettement dépasse 50% de votre PIB en Afrique. C'est ça le principe. Hein? Que la Banque mondiale, le FMI, impose à tous les pays africains. Or, les crédits à l'économie des États-Unis, du Canada, c'est parfois 200% de leur PIB. Ils injectent de l'argent à vide, 200% par rapport à leur production réelle. Sachant que, contrôlant militairement le monde, ils se débrouilleront toujours pour que les produits des autres arrivent dans leur caisse. Pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent les prix. Ils imposent les prix des produits des autres. Ils disent ton café là, ça va coûter tant. Ils disent ton cacao va coûter tant, ton uranium va coûter tant, ton pétrole va coûter tant. Ce sont eux qui imposent tous les prix. Par conséquent, ils peuvent tranquillement renforcer, ils peuvent tranquillement crédibiliser leur crédit à l'économie avec le travail des gens.
Donc, c'est quoi l'impérialisme? L'impérialisme, c'est la fabrication d'un droit international qui permet de protéger les avantages des puissances impériales qui ont fait le colonialisme et qui ont fait la traite des Noirs, la traite des Jaunes, la traite des Arabes, la traite des Rouges. L'impérialisme, ce n'est que cela. L'ensemble des procédures économiques, juridiques et politiques par lesquelles ils préservent les droits coloniaux. Ils préservent les droits négriers. C'est ça l'impérialisme. Donc ça passe par des organisations internationales dans lesquelles eux, ils ont des prérogatives. Ils ont même réussi à créer une cour pénale internationale où eux, ils ne sont pas jugés. Je vous donne des exemples. Hein. La CPI ne peut pas juger un Américain. Vous avez déjà vu un Américain à la CPI? Ils ont commis des crimes contre l'humanité en Irak. Ils ont commis des crimes contre l'humanité en Somalie. Ils ont commis des crimes contre l'humanité au Vietnam. Ils ont commis des crimes contre l'humanité au Japon. L'usage de la bombe atomique, c'était quoi? Est-ce que ça, c'était prévu dans le droit international? De prendre une bombe nucléaire, de jeter ça sur des gens, de tuer des enfants innocents, juste parce qu'on veut gagner la guerre? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que vous connaissez un seul tribunal pénal international qui peut juger un Américain? Non. Vous avez la preuve, là, en prenant juste le cas des États-Unis, que le droit international, c'est un rapport de force en leur faveur. Est-ce que la Cour pénale internationale peut juger un Britannique? Non. Elle peut juger un Français? Non. Vous remarquerez qu'elle ne peut pas non plus juger un Russe ni un Chinois. Parce qu'ils ont conservé des droits impériaux. Quand on dit le droit international, n'oubliez pas que c'est d'abord un rapport de force entre les puissances. Le commerce international, c'est le même rapport de force. Je vous ai parlé de l'hégémonie de la livre sterling. Dès que la livre sterling a baissé, ça a été l'hégémonie du dollar. C'est maintenant qu'on assiste à un effort de dédollarisation de l'économie mondiale, mené notamment par la Russie et la Chine. Et avec l'apparition de ce qu'on appelle les crypto-monnaies, on essaie de sortir de la suprématie de leur poste de péage sur la terre. Donc, je viens de vous décrire la traite des Noirs, le racisme. Je viens de vous décrire le colonialisme. Je viens de vous décrire l'impérialisme. Et nous, Africains, connaissons en particulier les impérialismes britanniques et français. L'impérialisme français reproduit comme deux gouttes d'eau ce que l'impérialisme occidental fait dans le monde entier, pour ce qu'il appelle l'Afrique francophone. La France continue à contrôler militairement l'Afrique francophone. L'Afrique francophone est encerclée par 12 000 hommes français en armes, hommes et femmes français en armes. 12 000. Plus de 60 ans après les soi-disant indépendances. 12 000 soldats français sur le sol africain pour braquer les peuples africains. 2. L'Afrique dite francophone est contrôlée par une monnaie française. Un poste de péage, un poste de douane de la Banque de France, qu'on appelle le CFA, franc des colonies françaises africaines. C'était son nom. Et ça devrait le rester à tout jamais. La monnaie en question est fabriquée ici en France, à Chamalières. Oui. Il contrôle, l'impérialisme français contrôle l'Afrique par la francophonie, la répression culturelle. On combat les langues africaines. On empêche que les langues africaines deviennent officielles. Sous couvert de promouvoir la belle langue française, on veut surtout tuer le projet d'une renaissance linguistique africaine autonome. Parce que la renaissance linguistique africaine autonome ramènera les Africains à la grande civilisation négro-africaine qui a pourtant inspiré en partie la civilisation occidentale. Les Africains seraient ainsi reconstitués, revitalisés. Les Africains seraient verticalisés par la reconnexion avec ce qu'ils ont eu, par ce que leurs ancêtres ont créé, inventé et reçu de plus grand. La répression des langues africaines a pour but d'empêcher la reconnexion de l'Africain avec la grande civilisation négro-égyptienne. C'est ça le but. On ne veut pas que nous sachions que nous fûmes des grands.
et que nous devons redevenir des grands dans ce monde. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que nous parlions nos langues. Quand nous parlons nos langues, à l'école primaire autrefois, j'ai bientôt 50 ans, on nous fouette. On ose appeler nos langues des patois. Et on demande à nos camarades, et on nous demande d'accuser nos camarades, à nos camarades de nous accuser d'avoir parlé notre langue dans notre école, dans notre pays. Je voudrais vous raconter ici à ce sujet une petite anecdote. J'étais écolier dans les années 70 à Kondi-Bassa, à Douala, après le carrefour de Koti. Quand on va sur l'ancienne route d'Edea, Kondi-Bassa, quand vous avez traversé là où il y avait la Bata, la Sikam, le quartier qui commence là, c'est là que j'ai grandi. Il y avait ma petite école, elle est encore là, fondée par M. Samuel Sameset, l'école privée laïque de Kondi. Dans cette école-là, j'ai fait mon CP, j'ai fait mon CE1 et j'ai fait mon CE2. Je me souviendrai toujours d'une scène. On avait un vrai problème en pays Bassa à ne pas parler Bassa à l'école. À ne pas parler Bassa à la cour de récréation. Même nos camarades qui étaient originaires de l'ouest du Cameroun, qui parlaient les langues bamileke, parlaient Bassa avec nous. Parce qu'on était à Bassa. Rendez-vous compte de l'incongruité qu'il y a d'empêcher un enfant de dire quelque chose en Bassa à quelqu'un. Alors que le Bassa, c'est sa langue à la maison. C'est sa langue quand il est dans la rue. C'est sa langue quand il va au marché à côté, à Boumléré. C'est sa langue quand il parle avec sa grand-mère, quand il parle avec sa mère, quand il parle avec son père, quand il parle avec ses cousins, même quand il parle avec ses voisins, qui peuvent être des Hausa, des Bamileke, des Beti, il parle Bassa. Parce que tous les enfants qui grandissaient à Bassa parlaient Bassa, comme tous les enfants qui grandissaient dans les quartiers Douala, Dedo, Aqua, ils parlaient Douala. En plus de la langue éventuelle des parents de leur région d'origine dans le pays. Tu entres à l'école, on te crée un problème pratiquement de dyslexie. Parce qu'on t'empêche d'utiliser toutes les ressources de ton intelligence, à la fois pour comprendre chacune des langues, dans son identité et dans sa différence. Voilà comment on a troublé l'intelligence de beaucoup d'enfants de ma génération. Voilà comment beaucoup de mes camarades ont quitté l'école. Parce que l'école les a rendus bêtes. L'école les a abrutis. On nous interdit donc de parler Bassa à l'école. Nous sommes dans la classe. Le maître nous demande de chanter. Il y avait un chant qu'on chantait souvent. Le coq chante, le jour paraît, tous s'éveillent dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage. Pilon pam pam, pilon pam pam, pilon gaiement. Ça devait s'arrêter là. Hein. Nous les enfants là du pays Bassa, le maître dit qu'il ne faut pas parler Bassa, mais quand il donne cette chanson là, il y avait un esprit qui s'emparait de nous, comme si c'était l'esprit de notre pays, qui disait ajouter le couplet Bassa. Donc chaque fois que le maître dit chantez, le coq chante, on commence. Le coq chante, le jour paraît, tous s'éveillent dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage, pilon pam pam, pilon pam pam, pilon gaiement. Et nous ajoutons ayo ayo njali nome, ayo njali nome, balembe merikwang. On ajoutait un couplet en Bassa. Le maître prend la chicotte, il dit, et il nous chicote tous. Je vous ai dit qu'on ne parle pas le patois en classe. Recommencez-moi cette chanson. Je vous le jure, c'est arrivé. Le maître nous a chicoté 3 fois. On a toujours ajouté ayo ayo njali nome, ayo njali nome, balembe merikwang. Le couplet dit, oh vraiment, qu'est-ce que j'ai faim. Je suis pressé d'aller chez ma mère, manger. Je sens que ma mère a préparé le rikwang, qui est une espèce de pain, hein, de manioc mélangé à de l'huile jaune. Le maître nous a chicoté un jour 3 fois. Jusqu'à la 3e fois, on a quand même chanté en Bassa. Quelque chose de plus fort que nous chanter en Bassa, alors qu'on savait qu'on allait nous taper. Il nous a tapé. Premier coup, toute la classe.
Chicote, chicote, chicote. Recommencez la chanson. On a chanté, on est arrivé là. Aïe, aïe, Njali, non, mais... Il a repris. Chantez, hein, je ne veux pas entendre le bassa dedans. On a rechanté 3 fois. Le maître a dit, allez chez vous. Huna Mamba Manan, il a parlé en bassa tout de suite. Le maître parlait bassa. Mon maître, Monsieur Ndoumbe Michel, je crois qu'il n'est plus vivant. Il nous a chicoté 3 fois. Lui-même, il parlait parfaitement bassa. Et il parlait la langue banane. Lui-même, il nous a chassés de la classe en disant « Huna Mamba Manan, rentrez chez vous. » Et il ne nous a plus jamais chicoté. La seule fois qu'il nous autorisait à parler bassa en classe, c'était sur cette chanson-là. Il ne nous a plus jamais battus pour ça. Et nous lui en serons toujours reconnaissants. La chanson se chantait vers midi. Quand l'école va fermer pour reprendre à 14 h, il nous dit, allez-y. Il savait ce qu'on veut chanter. Nous voulions chanter dans notre langue. Bon, voyez comment on a brisé l'intelligence de générations entières. Moi, j'ai conservé un rapport intime à ma langue maternelle, à ma langue africaine. Et un amour inextinguible des langues de l'Afrique. L'impérialisme occidental n'aime pas ça. Je dis donc que l'impérialisme, le colonialisme et le négrisme ont un point commun, c'est le suprémacisme. L'idée que l'homme blanc, catholique, judéo-chrétien, héritier de la civilisation gréco-romaine doit être le patron en toutes choses sur la terre. Patron en économie, patron pour faire la guerre, patron dans les institutions politiques, patron dans les transports et la circulation internationale des hommes et des choses, patron en tout domaine. Ça donne le suprémacisme. Le négrisme, le racisme crée l'embryon de cette idéologie générale de l'Occident qu'on appelle le suprémacisme. Dans chacun de leurs pays, tous ils ne parlent qu'un seul langage, nous d'abord. Ici en France, les hommes politiques les plus populaires actuellement, quand on dit la France se gouverne à droite, c'est parce qu'ils flattent les bas instincts du peuple français. Ils flattent le négrisme français. Ils flattent le racisme français. Ils flattent le colonialisme français. Ils flattent l'impérialisme français. C'est avec cela que la droite française en général, l'extrême droite française en particulier, et maintenant une partie de la gauche française, essaye de chercher des suffrages. Voilà pourquoi on dit la France se gouverne à droite. Elle se gouverne à droite. Pourquoi? Parce que la fibre avec laquelle ce peuple se mobilise facilement, c'est l'idée qu'on va lui redonner et lui assurer la domination du monde. Traversons, allons de l'autre côté de l'océan Atlantique, aux États-Unis. Quelle est l'idéologie dominante des États-Unis? C'est le suprémacisme américain. Ça commence d'abord par America First, l'Amérique d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique d'abord? Ça veut dire que l'ONU même ne vaut rien. Les États-Unis sont au-dessus de l'Amérique, au-dessus de l'Organisation des Nations Unies. On dit America First, ça veut dire que l'économie américaine doit écraser toutes les autres économies du monde. On dit America First, ça veut dire que les citoyens américains ne peuvent être jugés par aucun autre tribunal au monde. On dit America First, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand ils ont tort, les Américains ont raison. Voilà le petit lait avec lequel on forme l'élite économique, l'élite politique, l'élite culturelle des États-Unis. Voilà le suprémacisme occidental. C'est avec cette mentalité qu'il s'adresse aux Russes et aux Chinois. C'est avec cette mentalité qu'il s'adresse aux Africains, qu'il s'adresse aux Latino-Américains. C'est avec cette mentalité suprémaciste, cette arrogance, cette revendication du rôle d'éternel premier, de dominant. C'est avec cette mentalité qu'il parle au reste du monde. Et c'est ça qui a provoqué, entre eux-mêmes, les 2 premières guerres mondiales. C'est ça qui risque de provoquer la 3e guerre mondiale. Le suprémacisme occidental. Nous leur demandons, pour conclure, de sortir du suprémacisme. Et c'est la 3e et dernière partie de la conversation que je vous propose. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre. Parce que la 3e guerre mondiale, contrairement aux 2 premières, c'est la guerre contre l'humanité. Je recommence. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre occidentale qui va se mondialiser. Parce que cette 3e-là, ce n'est pas simplement une guerre mondiale, c'est une guerre contre l'humanité. En raison des moyens technologiques, militaires, nucléaires, atomiques, des armes faramineuses qu'ils ont développées et accumulées, la 3e guerre à laquelle ils jouent n'est pas seulement une guerre mondiale, c'est une guerre
humaine. C'est une guerre contre l'humanité. La Troisième Guerre mondiale, l'acte même de déclencher la Troisième Guerre mondiale est un crime contre toute l'humanité. C'est l'humanocide, c'est l'anthropocide total. Voilà pourquoi nous, fils de l'humanité, venus de l'Afrique, nous nous mêlons de ce qui risque de se passer entre l'OTAN et la coalition russo-chinoise. Et nous leur disons non, vous arrêtez. Nous disons à l'Occident de renoncer à l'idéologie qui a créé les deux précédentes guerres mondiales et qui risque de créer la troisième, le suprémacisme. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons d'abord à l'Occident de retourner à l'école des grands maîtres de l'Égypte, que l'Occident n'aurait jamais dû quitter. L'Occident doit apprendre deux choses. Premièrement, la vérité n'est pas que la vérité matérielle. La vérité sur les choses du monde physique. La connaissance n'est pas que la connaissance matérielle, la connaissance technique, expérimentale, technologique. La connaissance est aussi la connaissance morale. La connaissance est aussi la connaissance spirituelle. S'ils acceptent de redévelopper la dimension morale et spirituelle de la connaissance et de la placer à sa place, c'est-à-dire au-dessus des autres, ils reconnaîtront que le monde nous appartient en commun. Le monde nous appartient en commun. Nous devons redonner une initiation africaine à l'élite politique, à l'élite économique, à l'élite militaire, à l'élite intellectuelle occidentale. Nous devons leur apprendre que bien comprendre l'homme, non pas seulement l'homme matériel, l'homme physique, bien comprendre l'homme mental et l'homme spirituel, c'est découvrir qu'il est un héritier passager de la terre et qu'il doit vivre sur la terre dans le souci du bien commun. Il est un compagnon de vie des autres animaux. Il est un compagnon de vie des autres plantes. Il est un compagnon de vie des vivants. Et il est en transit sur la terre, vers les sociétés du monde spirituel. Nous devons spiritualiser la terre. Nous devons spiritualiser l'Occident. Nous devons réapprendre à l'occidental qu'il n'y a pas que le corps. Il n'y a pas que la matière. Il n'y a pas que l'argent. Il y a l'âme. Il y a l'esprit. Et une vraie civilisation humaine est une civilisation inspirée. C'est-à-dire une civilisation qui a le respect de sa propre vie, le respect de toute vie, et qui veille d'une manière scrupuleuse à transmettre la vie dans les meilleures conditions possibles et à vivre en harmonie avec toutes les autres sociétés vivantes du monde matériel et spirituel, autant que possible. C'est la pratique de la Mahat. Nous devons enseigner à l'Occident la pratique de la Mahat. Nous devons ramener l'Occident dans les temples des grands prêtres philosophes négro-africains. Et à ce moment, tout le monde va comprendre que le monde est commun. La terre n'appartient en exclusivité à personne. Elle ne nous appartient même pas à tous, nous les êtres humains, la terre. Car nous sommes tous locataires. Et notre espèce est une espèce intermédiaire. C'est une espèce de passage. C'est une espèce qui est le pont entre le monde animal et le monde spirituel, le monde angélique. Donc nous ne devons pas nous prendre pour les propriétaires de la terre. Collectivement, nous sommes des locataires. Et comme tout bon locataire, nous devons bien entretenir le bien qui nous a été provisoirement confié pour que d'autres viennent après nous et louent la terre dans des conditions acceptables. Si nous nous comportons en locataires de la terre et non en propriétaires de la terre, nous montrerons beaucoup de reconnaissance envers le maître de vie. Et nous recevrons en retour grâce et merci. On doit apprendre ça à l'Occident. Deuxième élément, si le monde, si la terre est un bien commun, dont nous ne sommes pas propriétaires mais locataires, si nous sommes tous les humbles passagers de cette planète bleue, alors le monde ne peut pas être unipolaire. Alors l'hégémonisme, le suprémacisme ne peuvent pas donner le cadre intellectuel, spirituel, moral, juridique, économique des relations internationales. Ce qu'il faut, c'est un monde multipolaire. Il faut que les Américains et leurs alliés et vassaux, les Européens, acceptent que le monde ne leur appartient pas. Le monde ne nous appartient pas non plus, Africains. Le monde n'appartient pas non plus aux Asiatiques. Le monde appartient à la vie suprême. Et nous sommes des locataires
de la vie terrestre. Par conséquent, il nous faut nous entendre pour vivre ensemble de la manière la plus compatible avec la reconnaissance envers la vie. Et oui, l'Afrique ancienne, l'Afrique profonde a quelque chose à apprendre aussi sur ce point aux Russes. Elle a quelque chose à apprendre aux Chinois. L'Afrique a quelque chose à apprendre à l'humanité. Car en fait, berceau de l'humanité, les gens ont oublié que l'Afrique fut le plus grand et le plus beau temple de Dieu sur la terre. Et elle doit le redevenir. On doit leur apprendre à vivre sans chercher à dominer les autres. Le suprémacisme et les rivalités des puissances doivent être remplacées par une coexistence pacifique réglée par la pratique consensuelle d'un droit international non hégémonique. Les philosophes doivent s'asseoir et écrire le nouveau droit international. Les juristes doivent s'asseoir et écrire le nouveau droit international. Les avocats et les juges doivent apprendre le nouveau droit international. Ce sera un droit international spirituel, écologique, cosmologique, un droit international mahatique. Nous sommes chargés de cette révolution spirituelle. Écrivez ça. Écrivez ça. Quelqu'un me demande le nom de la chaîne YouTube. Elle s'appelle Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Donc, mes chers amis, j'ai donné cette conférence aujourd'hui pour vous faire prendre conscience de qui nous sommes, Africains du monde entier. Faire prendre conscience à l'Occident que nous savons de quoi il souffre et que nous pouvons être de bons médecins pour lui, à condition qu'il fasse preuve d'humilité et qu'il revienne de sa longue et tragique aventure de perdition dans la matière pour se réconcilier avec la partie dominée de son être, la partie spirituelle, la partie ensevelie, la partie enfouie, la partie piétinée, que pourtant lui transmit la grande Égypte noire antique et qu'elle a perverti la civilisation occidentale. Nous devons la réactiver. Et nous devons, Africains et Africains du monde entier, nous mêler, de leur dire: arrêtez de masser des troupes aux portes de la Russie. Arrêtez de chercher à provoquer une troisième guerre mondiale. Acceptez une réforme multipolaire et multilatérale du droit international. La guerre que vous cherchez actuellement aux portes de l'Ukraine n'est pas une guerre simplement entre les Occidentaux et les Russo-Chinois. C'est une guerre pour nous tuer tous et pour tuer même la mort. Vous voulez tuer la mort. Parce que la mort vit, puisque les vivants survivent aux morts. Puisque les vivants peuvent pleurer les morts, la mort vit encore. Mais la guerre que vous voulez organiser là, la guerre nucléaire apocalyptique que vous voulez organiser là, vous allez même tuer la mort. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas quelqu'un pour pleurer les morts. La mort même aura été tuée par la guerre que vous voulez faire. L'homme n'a pas le droit de tuer la mort. L'homme n'a que le droit de transmettre la vie dans les meilleures conditions possibles. Car ni la mort ni la vie n'appartiennent à l'homme. La mort et la vie sont des respirations de la volonté de l'être absolu qui nous a autorisé pour quelque temps de vivre sous cette forme. Revenons à cette humilité profonde de la sagesse universelle des Africains et refondons l'ordre du monde. Mes chers amis, tel était le message que je voulais adresser au nom, si vous le permettez, de l'Afrique des libertés à laquelle nous appartenons tous, à l'Occident et à ses rivaux. Revenez, les temples d'Afrique vont rouvrir pour vous redonner les clés du monde intérieur, le monde de l'âme que vous avez abandonné. Et non à la troisième guerre mondiale, non à l'assassinat de l'humanité entière, non à l'humanocide, non à ceux qui veulent tuer la vie sur la terre en même temps qu'ils vont même tuer la mort sur la terre. Non. Oui à la vérité justice, à la modestie, à l'humilité. Oui au monde partagé. Voilà le message. En ce mercredi, vous étiez 3000 personnes en mi-journée à suivre cette conférence, près de 1000
Ici sur YouTube, Facebook Franklin Yamsiwa Cameroun, plus de 2000. Eh bien, sur YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun. Mes chers amis, merci à toi mon cher Richard. Je vous remercie de distribuer les pains spirituels, la liberté. Je vous remercie de votre soutien à notre œuvre, eh bien, de service de l'éveil africain et du réveil mondial. Portez-vous bien. Brazzaville. Merci à tous. Brazzaville, si tu veux te libérer, nettoyons les cœurs de la méchanceté. Brazzaville, si tu veux te libérer, Nettoyons les cœurs de la méchanceté. Brazzaville était capitale de la F. Excellent mercredi à tous. Afrique équatoriale française, puis devint capitale de la France libre. Proclama le général de Gaulle. Brazzaville. Aujourd'hui détruit par la guerre et la politique qui va le instaurer. Elle nous pollue l'esprit, elle nous pourrit la chair. Brazzaville par Bingi Djami. Si tu veux te libérer, Nettoyons les cœurs de la méchanceté. Brazzaville, si tu veux te libérer. Nettoyons les cœurs de la méchanceté. Depuis que l'explorateur est mercenaire, Pierre Savognon de Brazza, brandi un traité illégal. Il abusa comme un crocodile au premier. Depuis lors, la dictature coloniale encourage la dictature militaire. Merci à tous. La dictature coloniale soutient les divisions tribales. Brazzaville, Si tu veux te libérer, nettoyons les cœurs de la méchanceté. Brazzaville, si tu veux te libérer. Nettoyons les cœurs. De la méchanceté. Merci à tous. Le peuple suit attentif les messages diffusés. Le peuple suit attentif, Hollande. Merci à tous. Le peuple suit attentif les messages véhiculés. Je vous laisse écouter Brazzaville jusqu'à la fin pour vous souhaiter une excellente journée, mes amis, à travers le monde entier. Soyez bénis. Bénis soyons-nous tous. Faites semblant d'applaudir. Faites tomber les barrières. Les barrières de la division, les barrières. Faites tomber la dictature. Les barrières de la dictature. Ricardo Adjomaï. Merci mon très cher frère. Les barrières de la guerre civile. Oléric Moifo. Merci à Mahamat Saleh. Merci à Nenen Baldé, à Madeleine Somté, à Aboubakar Sissoko. Merci, merci à tous. Portez-vous bien. Merci, merci, merci. Merci encore.